à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison d'un livre qu'on a dévoré toutes les deux, qu'on a adoré, et il s'agit des Chaînes du silence de Céline Chevet. C'était peut-être cela la vraie nature de nos chaînes, un relent de liberté, la liberté de choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant on avait lu La fille qui tressait les nuages dans le cadre du PLIB 2019 et ça avait été un énorme coup de cœur pour toutes les deux et on s'était dit qu'on allait suivre de très près cette écrivaine. Le roman suivant n'a pas été une déception du tout, au contraire. On va essayer de vous faire un résumé rapide. Donc on va suivre deux histoires parallèles, l'histoire de Nathanaël dans un journal et l'histoire d'une fillette. Les deux se passant à peu près à la révolution industrielle pour vous situer un peu le contexte. Et ces deux personnages vont se retrouver face à des vampires et vont lier en fait tous les deux une relation assez particulière avec leurs vampires. Pour l'instant ça paraît pas du tout original et ça donne peut-être pas forcément envie, mais non, ça a rien à voir avec le mythe des vampires qu'on voit partout. C'est pas une histoire vraiment... C'est pas une histoire de vampire genre la Beat-Lit, c'est comme ça que ça s'appelle, le genre littéraire young adult là. Rien à voir et je pense que déjà on peut commencer par ce point là, l'originalité incroyable mais exceptionnelle de cette œuvre et qui commence à la base même de ce récit par le vampire. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas quand on parle de vampires. Et pourtant elle utilise quand même les bases des vampires tels qu'on les voit, tels qu'on les connaît, c'est-à-dire la peau blanche, une beauté, des sens un petit peu plus développés, enfin plein de choses. Ils boivent du sang, ils ont peur de la lumière. Comme le disait Mélo, beaucoup de choses qui sont reprises pour quand même qu'on comprenne en tant que lecteur qu'il s'agit bien de la catégorie vampire. Mais elle y rajoute énormément de choses, elle enrichit tellement le vampire que ça en devient quasiment une espèce à part, je trouve, que j'ai trouvé... Waouh, voilà, original encore une fois, je pense que ce mot, je vais le dire plein de fois. Il n'y a aucune description très précise de leurs traits. Parce qu'ils sont assez flous. D'ailleurs, leurs cheveux, c'est un peu flou. Leur visage... ils se ressemblent un peu tous déjà. Pour nous, humains, ils se ressemblent un peu tous. Donc forcément, on se les représente pas forcément très bien. On parle aussi de personnages qui ont une façon de communiquer très particulière, puisqu'ils ne parlent pas. Ils échangent tout en se promenant dans une espèce de pensée commune, on va dire, de réservoir commun, à travers laquelle ils peuvent échanger des souvenirs, des sensations, des images, plusieurs chemins du passé, de l'avenir. Mais c'est très flou là aussi en fait. Et pourtant la façon dont c'est écrit, on se le représente très bien, il y a des descriptions absolument magnifiques, et on n'est pas perdu. On ne bascule pas dans l'absurde que je n'aime pas, genre l'absurde du dernier tome de La Passe Miroir. On arrive à appréhender quand même le monde qu'elle a créé et c'est vraiment tellement bien fait, tellement beau, c'est dingue. Tout à fait, et je pense que c'est dû aussi au fait que ces créatures gardent des particularités qui peuvent être très bien représentées par les humains. Par exemple, ils ont une grosse notion dans tout ce qui est art sculptural, ils sculptent beaucoup. Ils ont aussi la musique, je crois. Ils ont une forme de hiérarchie, c'est une société plutôt matriarcale, enfin tout ça c'est des choses que nous en tant qu'humains on arrive à appréhender tout à fait et donc du coup à se représenter c'est assez facile. Et d'ailleurs sur cette notion d'art, les descriptions sont magnifiques, l'art qui se mélange avec la nature, avec les animaux, enfin ça donne un rendu vraiment très très beau, très imagé, c'est vraiment magnifique. C'est encore plus beau je pense que La fille qui tressait les nuages. J'ai l'impression qu'elle a mieux appréhendé son style, qu'elle le connaît vraiment bien maintenant, qu'elle le maîtrise et que voilà, ça donne un rendu absolument génial. C'est sûr que si on s'intéresse à la plume de Céline Chevet, moi j'ai été scotchée. D'une part par le vocabulaire qu'elle emploie, c'est ça que j'adore moi avec les lectures francophones, c'est quand je retrouve du vocabulaire que je ne retrouve pas partout ailleurs. J'ai adoré ces descriptions, bon ça Mélo en a déjà parlé, mais vous savez comme j'aime les descriptions, donc forcément j'étais heureuse comme tout. Elle décrit aussi des états d'esprit, des émotions, il y a pas mal d'introspection
surtout par rapport aux personnages humains qui découvrent la société des vampires dont il ne sait rien du tout. Et il y a une syntaxe aussi, si on reste sur le plan purement pragmatique, il y a une façon d'écrire, une syntaxe que j'ai beaucoup aimée et qui change de la littérature jeunesse où voilà, il y a 3 mots dans une phrase, point, 3 mots dans une phrase, point. Et ce que j'ai trouvé vraiment très brillant, c'est la façon dont elle a construit son récit. Donc on a 2 duos de personnages, 2 duos de vampires humains, et il y a aussi un extrait de journal, mais la façon dont cet extrait de journal est lu est un petit peu particulière. Et tout ça, ça pourrait donner quelque chose où on pourrait être perdu, mais non, c'est vraiment très très bien maîtrisé, c'est très bien fait, et cette construction, je l'ai trouvée très originale. Alors qu'elle se base quand même sur une technique extrait de journal qui est un peu repris partout maintenant, et pourtant elle l'a rendu très original et voilà, et c'est très bien fait, c'est parfait. Il y a juste peut-être au tout début j'étais un petit peu perdue dans une transition, justement il n'y avait pas de transition et je pensais qu'on parlait d'un autre vampire et en fait non, enfin c'était juste le temps de s'habituer et après j'ai compris tout de suite et c'était parti. Et du coup par rapport à cette construction qui est finalement le journal, hein, qui est vraiment une part entière de l'histoire. Hein. Pour moi, c'est vraiment, quand je vous parle de 2 histoires parallèles, tout ce qui se passe dans le journal, c'est vraiment une histoire à part entière qui a toute sa place, qui est même pour moi l'histoire principale, je trouve. Oui, enfin, c'est sûr même. Oui, c'est sûr. Et en fait, qui est lu par différents personnages et repris, qui est mêlé à des souvenirs. Ça donne un rythme qui est très très bon, très soutenu, et c'est pour ça que ça se lit à une vitesse mais pas possible quoi. D'ailleurs moi quand j'ai commencé le roman j'avais du temps devant moi et franchement ce que j'aurais voulu faire c'est le lire en une seule fois. Bon au bout d'un moment j'ai eu faim donc j'ai dû m'arrêter mais sinon c'est tout à fait le genre de roman qu'on peut enchaîner tellement c'est fluide et tellement ça s'enchaîne bien et pourtant il n'y a pas particulièrement d'action mais c'est tellement maîtrisé du début à la fin que ça s'enchaîne. Il y a même plusieurs phases où c'est fortement ralenti lorsque Nathanaël explore la société vampire. Il y a des ellipses. D'ailleurs, on a peut-être un peu de mal à comprendre combien de temps se passe exactement. Mais pour autant, il n'y a aucun moment, mais vraiment aucun, où on peut s'ennuyer. C'est pas possible. Mélo parlait tout à l'heure, quand elle parlait de l'art sculptural, de la partie mêlée avec la nature. La nature a une place extrêmement importante dans ce roman. Quasiment tout se passe en dehors des villes d'ailleurs, et il y a une représentation ultime de la nature à travers ce que Céline Chevet appelle les bêtes, qui sont des créatures animales gigantesques, qui sont un peu mêlées en fait à des fleurs. Ça donne un rendu assez onirique et j'ai écouté un live où elle expliquait un petit peu comment elle créait ses romans et à chaque fois elle disait que la plupart de ses idées lui provenaient de rêves et clairement elle arrive à retranscrire cette partie un petit peu rêve dans son roman, ça ressort clairement. C'est ça qui rend vraiment le roman très particulier et très agréable et aussi assez poétique, même s'il y a sa plume qui joue beaucoup aussi pour le côté poétique. Et surtout ce que j'aime particulièrement c'est que c'est poétique, c'est onirique et pourtant ça reste un petit peu tangible, ça reste appréhendable, ça reste compréhensible et il y a différents niveaux de lecture dans chacun de ces romans. Soit on peut lire avec le côté très poétique, soit on peut lire avec les messages qui sont cachés. D'ailleurs dans ce roman il y a beaucoup de double sens je pense. On a peut-être même pas forcément tout relevé. Et voilà, c'est ces différents niveaux de lecture qui rendent vraiment le récit très très riche et qui permettent à chaque type de lecteur de lire de la façon qu'il le souhaite ce roman. Parmi les messages qu'on a découverts, qu'on a appréhendés, je pense qu'un des grands messages qu'il y a, même si c'est pas le plus important, on gardera peut-être le plus important pour la fin, l'aspect nature contre l'humain. En particulier dans cette période particulière qu'est la révolution industrielle où l'homme vraiment découvre les usines, a besoin de mettre du charbon dans ses usines, va vraiment détruire la nature pour arriver à ses fins. Et je pense qu'il y a un gros message écologique là-dessus. Elle fait d'ailleurs référence très nettement à la complémentarité de toutes les espèces et elle parle très particulièrement, très spécifiquement des abeilles qui sont indispensables à la survie de l'être humain et elle le dit de façon en fait à ce que les humains sont également d'une certaine façon indispensables à la survie des vampires. C'est vraiment un écosystème complet qu'il ne faut pas détruire. Vous considérez les abeilles comme de vulgaires insectes et pourtant, sans leur existence, la vôtre serait condamnée. Et avec ça, j'aimerais faire un petit parallèle en fait avec le Princesse Mononoke de Miyazaki. J'avais pensé à ce parallèle uniquement quand j'avais pensé aux bêtes qu'on retrouve également dans Princesse Mononoke, qui sont vraiment les gardiennes de la forêt, les gardiennes de la nature, qui sont là aussi des bêtes immenses, qui sont presque des divinités mais pas tout à fait.
Et il y a également, je trouve, le parallèle par rapport à cette révolution industrielle qu'on trouve dans Princesse Mononoke, quand tous les humains sont justement en train de défricher la forêt pour pouvoir remplir leur forge. Je trouve que le parallèle est très intéressant. J'aurais bien aimé lui poser la question, je pense que je me garderai ça dans un coin de la tête. Surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce message, c'est qu'elle aborde la notion d'équilibre, donc ce qu'on prend, il faut le redonner, etc. Il y a quelques phrases que je n'ai pas notées malheureusement, mais qui étaient vraiment très très bien tournées pour expliquer ce besoin d'équilibre. En entendant ces hommes et ces femmes qui prêchaient le vivre ensemble, le respect, l'équilibre entre prendre et donner, je ne pouvais qu'admettre leur sagesse. Néanmoins, j'ai une petite déception sur ce message caché, j'ai trouvé qu'il était peut-être insuffisamment abordée. Elle aborde par plein de petites touches certains messages, mais au final, tout n'est pas approfondi. Bon, après, le roman n'aurait pas eu le même équilibre si ça avait été approfondi davantage, donc c'est pas plus mal comme ça. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'accentuation pour certains messages. Après, je pense que c'était pas non plus le sujet. J'ai trouvé un autre... Enfin, moi, il y a autre chose qui m'a marqué parmi les messages, c'est un message sur l'empathie. L'empathie comme une langue commune, une communication commune entre les espèces, quelque chose d'absolument indispensable. Il m'a appris l'empathie dans sa forme la plus élémentaire. Plus que l'intelligence et la connaissance, elle nous est indispensable. Je trouve qu'on le voit beaucoup avec l'évolution fantastique des personnages au cours de cette lecture. C'est-à-dire qu'on part dans un sens et dans l'autre, que je parle du vampire ou des humains. Je trouve qu'il y a une évolution des deux, dans les deux histoires parallèles d'ailleurs, qui vont en fait vraiment aller l'un vers l'autre, et ce, grâce à l'empathie. Moi, ce que j'ai compris avec cette notion d'empathie, c'est que les êtres humains, comme les autres espèces, ont besoin d'apprendre cette notion, cette émotion d'empathie pour essayer de mieux communiquer entre elles. En fait, il y a besoin de cette empathie pour communiquer, et c'est pas forcément quelque chose d'inné, il faut l'apprendre. Et clairement, on a la démonstration dans ce roman d'un apprentissage de l'empathie par notamment les vampires. Et donc du coup, le plus gros message de ce roman, enfin en tout cas d'après nous deux, il s'agit d'un message sur la façon de traiter les autres espèces. Donc dans notre cas, dans notre monde, c'est la façon de traiter les animaux, la façon dont on les tue pour les manger, la façon de les traiter tout simplement. Il n'y a pas vraiment de dénonciation ou quoi que ce soit, c'est plus une ouverture à la réflexion, je pense. C'est une ouverture pour que chaque lecteur réfléchisse un petit peu à sa façon de faire, à sa façon de comprendre les autres animaux, les autres espèces. Je pense que pour vous aider un petit peu à comprendre cette réflexion, on a peut-être oublié de préciser que dans ce monde, les humains sont considérés comme du bétail par les vampires, si bien que les vampires ne leur adressent pas la parole. Les vampires sont tout à fait capables de parler le langage humain, mais ne s'abaissent jamais à parler à des humains. Et d'ailleurs, il y a une réflexion de Nathanaël qui dit en fait qu'un vampire parle l'humain, je vais dire le français parce que c'est trop bizarre, qu'un vampire parle français pour s'exprimer, ça reviendrait à ce qu'un homme aboie à son chien pour discuter en fait. Et j'ai trouvé ça très, très pertinent en fait comme façon de voir les choses, et j'y avais jamais vraiment réfléchi. C'est vraiment très bien fait, c'est pas trop lourd, c'est pas exagéré ou quoi que ce soit. Il y a vraiment pas la partie que moi je peux avoir un peu, enfin sur laquelle moi je peux avoir un petit peu de mal, et je le sais pour avoir lu Mère morte. Il n'y a pas du tout la partie culpabilisante, il n'y a pas du tout la partie dénonciation. C'est vraiment, comme le disait Mélo, très justement je trouve, juste une ouverture à la réflexion. Et ensuite je pense qu'il y a d'autres petits messages qui ont été glissés, on n'a pas forcément tout saisi. Il y a quand même beaucoup de messages au niveau des émotions, donc déjà l'empathie, mais au niveau de toutes les autres émotions, de la façon dont on les appréhende, de la façon dont on comprend nos émotions, de la façon dont on réagit face à nos émotions aussi, qui est très importante. Même si là c'est abordé plus par petites touches. On va pas vous mentir non plus, moi je le dis très clairement, il y a des trucs que je suis sûre de ne pas avoir saisi. Déjà dans l'histoire, juste pour la partie histoire vraiment très très basique, sans parler de double lecture et de messages, parce que là c'est sûr qu'il y a des trucs, je suis à des kilomètres de les avoir saisis, j'en suis certaine. Sur la partie histoire, il y a quelques petits points qui m'ont interrogée déjà, parce que je les ai trouvés, alors c'est pas des incohérences, mais peut-être des petits points qui crissent, vous savez, sous la dent. Et surtout, il y a vraiment tout un aspect
pour la population vampire que j'ai eu du mal à saisir. Je suis tout à fait d'accord. À la fin, je me suis dit waouh, j'ai pas tout à fait tout compris, j'ai pas tout saisi. Déjà, il y a des informations qui manquent ou qui ne sont que effleurées plutôt. On n'a pas forcément toutes les réponses sur le fonctionnement des vampires, leur façon de vivre, etc. On n'a pas forcément tout. Après, ça va avec l'ambiance du roman, je pense. Et oui, il y a cette partie un peu onirique avec l'entremonde et le pandémonium. Clairement, j'ai pas tout compris dans le pandémonium, même à la fin, mais avec les dernières phrases et tout. Chaque lecteur va avoir sa propre interprétation, sa propre vision. C'est ce qu'on a vu quand on a comparé comment on avait compris en fait la dernière page du roman. On s'est rendu compte qu'on l'avait pas du tout saisi de la même manière. Donc voilà, après du coup j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, en savoir un peu plus sur le pandémonium, sur les bêtes notamment, qui ne sont pas énormément abordées au final. Mais voilà, ça reste un énorme coup de cœur et voilà, il est quand même très très bien, même si parfois on chipote un petit peu. C'est ce qui fait partie vraiment de toute la richesse de cet univers. J'imagine que Céline Chevet sait tout ça, et le fait de juste l'effleurer pour le lecteur, bah ça contribue vraiment, je pense, à donner cette impression de quelque chose de très très complet, de très riche, de très très bien pensé. Et d'un côté, c'est un tout petit peu frustrant quand même. Moi, il y a quelques points sur lesquels j'aurais aimé en savoir beaucoup plus. Comme toujours, quand j'adore un roman, j'aurais aimé en savoir plus sur les personnages, qu'est-ce qui leur arrive à tel moment où c'est un peu caché. C'est ce qui fait toute la magie de la littérature et d'œuvres aussi poétiques que celle-ci, je trouve. Un petit point qui m'a un petit peu surprise, après c'est pas du tout dérangeant ou quoi que ce soit, c'est au niveau de la situation, pas géographique mais temporelle. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un milieu où les gens doivent travailler dur, où ils ont assez peu d'éducation. D'après Mélie, c'est au niveau de la révolution industrielle. Pour moi, c'est au tout début de la révolution industrielle, ou en tout cas dans la région où on est situé, la révolution industrielle a à peine commencé. Et donc du coup, Nathanaël notamment, n'a pas accès à énormément de connaissances, il n'a pas non plus une culture énorme, il n'a pas reçu la même éducation que nous on a reçu, donc il connaît pas forcément tout ce qu'on connaît, toutes les références culturelles du monde. Et pourtant à certains moments j'ai un petit peu eu l'impression qu'il y avait pas des anachronismes, mais un petit peu quelque chose dans cet ordre d'idées là. Notamment à un moment donné, Nathanaël fait la référence à l'histoire de Tristan et Iseux, et je me dis, j'ai trouvé ça étonnant que ce genre de personnage ait accès à ce genre de référence en fait. Donc c'est juste un petit exemple comme ça, hein, c'est rien du tout. Mais voilà, par moments j'ai été un petit peu surprise. Moi c'est pas quelque chose qui m'a marqué en fait en termes d'anachronisme. C'est vrai que quand Mélo me l'a relevé, je me suis dit ah oui c'est vrai, c'est un peu étonnant. Après ce que je me dis c'est que Tristan et Iseux c'est quand même, ça fait partie des mythes et légendes, même s'il faudrait peut-être que je le lise d'ailleurs un de ces jours, qui peut-être étaient transmis à l'oral ou enfin voilà, sur le mode des contes et des légendes qu'on racontait au coin du feu, donc je me suis dit pourquoi pas. En comparant un petit peu avec La fille qui tressait des nuages, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui ressortent, notamment peut-être une volonté de l'écrivaine de représenter un petit peu des relations de personnages à travers le prisme de la mort. Elle dépeint souvent des relations entre des personnages qui sont séparés par la mort ou séparés d'une certaine façon, et je trouvais que ça revenait à nouveau dans ce roman là. C'est quelque chose de très bien fait, très bien abordé, et que je trouve très intéressant dans les romans de Céline Chevet. Et du coup, pour en revenir à la comparaison avec La fille qui tressait des nuages, je trouve qu'elle a un don particulier pour faire cohabiter la beauté, donc à travers sa plume, à travers ses descriptions, avec aussi quelques éléments d'horreur qu'on retrouve dans ce roman là. Il y a une partie vraiment poétique, enfin onirique, on l'a déjà dit, très légère, mais en même temps ça tend vers le cauchemar. On l'a très très bien vu. Moi je trouve que ça s'illustre encore plus dans La fille qui tressait les nuages, ça m'a moins marqué dans celui-ci. En tout cas le côté horreur, le côté monstruosité et je trouve plus atténué, même si on parle de monstres, hein, les vampires peuvent être des monstres. Et moi j'ai été un peu moins choquée par la partie, je trouve que c'est moins glauque, c'est moins horrible. Ceux qui ont lu La fille qui tressait des nuages se rappelleront de cette image fantastique d'une fillette en train de manger des chats après leur avoir tordu le cou, mais voilà, moi c'est vraiment des images qui me marquent. Là voilà, j'ai pas été dérangée. Et moi je suis pas tout à fait d'accord, je comprends. Enfin du coup quand j'ai lu les parties horrifiques de ce roman-ci, j'étais plus à me dire que finalement ce roman-là était peut-être un petit peu plus dans l'horreur et dans le gore que l'autre roman, parce que dans l'autre roman c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vie réelle, enfin normalement à part peut-être quelques tarés sur Terre, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose de fantastique.
Alors que là, au final, c'est la métaphore, pour les vampires, c'est la métaphore de nous qui mangeons de la viande et la façon dont nous tuons la viande pour la manger. Et donc du coup, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu plus glauque. Et il y a aussi d'autres petites choses qui sont pour moi un petit peu plus glauque, même si ça m'a pas non plus écœurée ou quoi que ce soit. C'est toujours par petites touches, et la façon dont c'est fait, ça se mélange à la beauté, c'est toujours... je sais pas comment elle fait. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce roman on l'a énormément apprécié, il y a énormément de choses à trouver dans ce roman. J'espère qu'on vous a pas trop spoilé parce qu'on a quand même révélé certaines choses qu'on découvre au fil du roman. Lire ce genre de roman, ça me fait réaliser que parmi tous les romans que je lis, il y a certaines catégories d'auteurs. Donc par exemple, il y a les auteurs qui construisent des univers de malades hyper riches, avec un système politique, un système géopolitique, enfin quelque chose de dingue. Pour moi, c'est plus un peu comme des architectes. Ensuite, il y a ceux qui observent beaucoup notre monde à nous et qui le retranscrivent dans leurs romans, qui observent les relations humaines, les relations sociales, etc. Et ensuite, pour moi, il y a les artistes, et donc clairement, Céline fait partie de cette dernière catégorie. C'est des auteurs qui arrive à faire quelque chose de poétique, d'onirique. J'arrive même pas à trouver tous les mots pour exprimer ce que ce genre de roman me fait ressentir. Bon, bien entendu, il y a d'autres catégories, hein, c'est juste parmi la plupart des lectures que je fais, c'est ces catégories-là qui ressortent le plus, et évidemment il y a des auteurs qui se placent dans un mélange de plusieurs catégories. Mais voilà, je trouve que Céline Chauvet arrive à faire de l'art en écrivant un roman, et c'est pas le cas de tous les auteurs. Je pense que à ce niveau-là, on peut même parler d'ovni littéraire. Je pense que ça débarque de nulle part. C'est complètement inclassable. On peut pas dire que ce soit du fantastique, enfin pas au sens strict du terme. Je pense qu'il y a vraiment la dimension poétique qui joue énormément. Il y a la partie un petit peu engagée. Enfin bref, je ne sais pas comment classer ce roman. Juste une chose de sûre, c'est que je l'ai adoré. C'est un gros coup de cœur et voilà, j'ai hâte de suivre ce que va faire Céline. A priori, il y a un projet dans les tiroirs qui devrait surgir très prochainement dans le courant de l'année. Donc moi, j'ai juste trop hâte. Oui, bah pareil. Et du coup, petit message également, si vous avez suivi un petit peu les vlogs, vous savez que j'hésitais, enfin que je comptais l'acheter en format papier celui-là, même si je l'ai lu en format numérique, c'est une chose qui est sûre, c'est que je l'aurai dans ma bibliothèque en format papier. Donc voilà, sur ce, on espère vraiment vous avoir convaincu de lire La fille qui tressait du village ou de lire celui-ci, de lire les deux. En tout cas, si vous l'avez lu ou si vous a tenté, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à nous dire ce que vous avez pensé de votre lecture. Ça nous intéresse de savoir quel autre message caché vous avez trouvé, si vous avez eu le même ressenti que nous ou pas. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très belles découvertes littéraires.